Salut à tous, bienvenue dans la Brigade, bienvenue dans votre Brigade, le seul podcast en français dédié aux sénateurs d'Ottawa. Mon nom est Pascal Villeneuve et je suis accompagné aujourd'hui directement du territoire ennemi, de la ville ennemie, Stu Sabourin. Et aujourd'hui accompagné également de quelqu'un directement d'un nouveau territoire ami. Je pense qu'on peut appeler Québec un territoire ami des sénateurs maintenant. Yes. Vous le connaissez, ça fait plusieurs fois qu'il vient nous voir. On a David Robquin avec nous. Messieurs, considérez-vous bienvenue dans la Brigade. Bonsoir, messieurs. Allô. Un peu de poutine interne avant de commencer. On veut vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur X, Instagram, TikTok, YouTube ou La Brigade Pod. Tous les liens vont dans la description de l'épisode, évidemment. Et on vous invite à consulter le labrigadepodcast.ca pour avoir accès à tous les épisodes depuis le début. Plus de 100 épisodes. 100 épisodes? 100 épisodes. Oui, je pense que oui. Je pense qu'à Québec, il y a 100 épisodes. 100 épisodes, puis ailleurs, 100 épisodes. Ouais, c'est ça. David, comment ça va? Ça va bien et vous? Ça fait longtemps, là. Ben oui, pour ceux qui sont pas familiers, David, c'est auteur, compositeur, interprète, musicien qui a fait la musique de la Brigade, donc la musique que vous entendez au début de chaque épisode puis à la fin. Et il est également l'auteur, compositeur, interprète de la phrase la plus populaire de l'histoire de la Brigade, qui est la suivante. Et on gagne la coupe, esti. Et voilà. Yes! Et voilà. Un bijou. C'est cool. Un bijou. Un bijou de... Quand on s'ennuie, quand on fait le nostalgique, on se met ta quote, puis ça nous recrinque, ça nous repompe. Quand on a besoin de se motiver au mois de novembre. Ouais. Je pense qu'on peut qualifier cette quote-là du terroir québécois, David. Ben oui. Merci. C'est officiel. David, une des raisons pourquoi qu'on voulait t'amener avec nous, c'est que présentement, tu habites à Québec, tu as déménagé d'Ottawa à Québec, puis les sénateurs sont à Québec en ce moment, sont en grand, comment est-ce qu'on appelait ça, une grande séduction qu'ils sont en train de faire avec les gens de Québec. Puis, je pense que tu es allé voir le match contre le New Jersey, qui vraiment, on ne sait pas trop si ce match-là a eu lieu ou non, parce que c'était pas télévisé ou presque nulle part. Il n'y a pas de stats de ce match-là nulle part. Moi, j'avais même pas réalisé qu'il y avait un match à Québec, mais qu'il y avait aussi un match à Washington avec la moitié de l'équipe. Fait que quand je suis allé voir le score, je voyais des highlights, je vais aller voir qui avait scoré, puis là, je disais... Voyons, comment ça, c'était un but de New Jersey contre Washington. Puis là, plus loin, il y avait un but des Saints. Ah là, je t'ai mêlé. J'ai réalisé après qu'il y avait 2 squads, 2 matchs, 2... Mais est-ce que tu nous confirmes qu'il y a bel et bien eu un match à Québec? Il y a eu un match, puis il était diffusé justement sur le YouTube des Devils de New Jersey, sans son, très bizarrement. Il y a eu un match... Honnêtement, j'ai vu qu'une équipe sur la glace, on va pas se mentir. C'est ça, juste les sénateurs. Ils jouaient pas mal en face de Plo, pour être franc. Là. Mais c'était intéressant de voir un petit peu les automatismes, de voir la foule, de voir l'événement qu'ils ont créé. Vraiment un événement où on sent Thomas Chabot qui est... C'est la star là-bas. Chez lui, là. C'est vraiment la star. C'est dès qu'il touchait la rondelle, ça faisait du son, il a eu des belles occasions, il a très très bien joué. Et c'était vraiment Chabot flamboyant. Donc, il y avait quand même beaucoup de monde? Ouais, on était à peu près 12 000, ce qui, je dirais, est quand même une bonne foule au centre Vidéotron. Surtout pour une game où on savait que la grosse game va être mardi contre le Canadien. C'est ça. Exactement. Fait qu'il y avait quand même de l'ambiance. Il n'y a pas eu de but de l'autre côté. Là. Il y a juste eu un but des sénateurs, mais la foule était définitivement sénateur. La foule était définitivement sénateur. Ils avaient fait un beau petit tailgate devant le centre Vidéotron. On avait une magnifique journée. Donc, vraiment, ils avaient mis les petits plats dans les grands, comme on dit. Ouais. Mais je vous avoue que l'ambiance a mis du temps à décoller. Le match était plate un peu aussi. Ouais, le match était pas fou qu'on ait vu. Pour être franc, à part quand c'était le trio de Tkachuk, Stützle et Giroux, sur la glace, c'était pas non plus... Les jeunes n'en ont pas profité pour vraiment se démarquer. On dirait qu'il y a eu un bon match de Yakemchuk qui a fait un match correct, mais pas extraordinaire. Et puis, j'avais noté aussi Leixel qui a fait un beau match. Oui. Qui a mis un but en filet désert, qu'il est allé chercher tout seul comme un grand, mais autrement, pas grand-chose, des beaux jeux qui sont bien construits. Il manquait tout le temps le petit détail pour que ça finisse au fond. Mais en même temps, quand une équipe aussi faible, c'était difficile de pas avoir des beaux jeux de la part des sénateurs. De ce que je comprends, c'est qu'ils avaient voyagé la journée même, Ottawa, Québec, puis ils ont joué le match après. Fait après, 5-6 heures d'autobus, c'était quand même le temps que tes jambes se dégourdissent, là.
Ouais, c'était pas idéal. Ça va probablement être mieux contre le Canadien. Exact. Est-ce que tu y vas à ce match-là aussi? Non, malheureusement, le prix des billets pour un match de préparation et la rareté, c'est peut-être le petit point négatif. C'est vrai? Ouais, ils ont vu ça un peu trop cher pour le spectacle que c'est. Là. Mais est-ce que c'était le même prix pour les 2 matchs? Non, c'était un peu plus cher pour les Canadiens. Ah oui, hein? OK. Ouais. Oui, hein? Oui, c'est clair. Puis est-ce que tu as vu, de ce que j'entendais Marc Legault en parler un peu ce matin à la radio ici en Outaouais, puis il disait que c'était surtout, lui il s'attendait peut-être à avoir des gens avec des chandails des Nordiques puis des casquettes des Nordiques faire signer leurs affaires, mais il dit non, c'était vraiment des chandails des sénateurs, c'était des casquettes des sénateurs, c'était vraiment, fait que tu sais, ça fait longtemps qu'on doute qu'il y a un certain public à aller chercher, pas qu'on doute, mais qu'on croit qu'il y a un certain public à aller chercher du côté de Québec puis les environs. Puis le public est peut-être déjà là, mais c'est juste qu'on ne sait pas. On n'a pas encore été vraiment à leur parler. Puis j'ai l'impression que c'était une première tentative quand même. Un succès. Ouais, il y a eu quelques chandails des Nordiques, mais majoritairement, j'étais vraiment étonné. Ouais. J'avais l'impression d'être à Ottawa et d'aller voir une game. Là. C'était majoritairement... Ou tu vas voir un chandail des Nordiques, même si on joue contre les Blues. Il y avait des gens qui arrive, là. Ben oui. Il y avait des gens qui avaient des chandails de Boston. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il n'y en avait pas plus. Là. Je pense que comme David il a dit, puis l'équipe l'a reconnu, ça fait longtemps. Je pense que c'est une critique d'organisation. Tu as des joueurs francophones. Ouais. Un de tes joueurs étoiles vient de là. Tu capitalises sans faire de jeu parce qu'il joue dans la capitale de Québec. C'est ça. Il faut que tu capitalises là-dessus. Il faut que tu les mettes de l'avant. Je pense qu'ils l'ont bien fait, ça. Puis, comme tu as dit, c'est un peu une tentative de séduction. Hein? Fait que tu t'en vas jouer un match pré-saison. Tu contre le Canadien. Bon, il y a eu un peu quand ça a été annoncé, là, le chandail moitié Québec, Nordique de Québec, moitié Centre Ottawa. Ça n'a pas passé. Ça n'a pas passé, mais sinon, je pense qu'ils ont bien fait ça. Je pense que l'organisation a bien fait ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Je suis content de savoir que, comme David dit, effectivement. Tu sais. C'est pas évident parce que c'est une ligne à marcher parce que les gens de Québec, puis tu en as probablement croisé plein, David, puis plein d'anciens fans des Nordiques, ce qu'ils veulent, c'est une équipe à Québec. Tu sais, c'est ça qu'ils veulent. Puis depuis toujours, des années qu'ils se font utiliser soit par le gouvernement, soit par des compagnies, soit par... Tu sais, fait que là, j'avais comme peur que cette ligne-là soit difficile à marcher entre, regarde-moi le club de l'autre capitale du Canada qui vient s'imposer à Québec puis qui vient retourner chez vous avec vous. Tu sais, là, ce qu'on veut, c'est les Nordiques. Puis c'était audacieux comme défi. Puis j'ai l'impression, en tout cas, jusqu'à maintenant, les gens ont quand même répondu pas pire. Puis est-ce que c'est parce que de plus en plus, les gens oublient peut-être cette option-là du retour des Nordiques? Je mettrais quand même un bémol. J'aurais pensé qu'il y aurait eu un peu plus de monde. Il y avait beaucoup de partisans des Sénateurs. J'aurais pensé que ça aurait brassé un peu plus de fans de hockey en règle générale. J'ai l'impression qu'il y a eu plus de monde aux Kings l'année dernière. Il faudrait que je vérifie. Okay. Mais j'ai comme l'impression qu'à Québec, on commence à être tanné de se faire niaiser. C'est ça. On a eu l'espoir avec la PWHL cette année aussi. Il n'y a pas eu. Il y a eu l'espoir avec une équipe de basket professionnelle. Il n'y a pas eu finalement. L'équipe de soccer de la première ligue canadienne finalement s'en va à Laval. Tu sais, je pense que les gens de Québec là commencent à être tannés puis en ont marre d'avoir les miettes. Je veux dire, c'est très nice d'avoir un match de préparation. Mais quand on voit l'équipe que New Jersey a alignée puis le prix des billets, ça fait grincer des dents. Puis c'est comme s'il faut toujours qu'il se prouve, que le marché se prouve. C'est ça. Puis là, il faut qu'il se pointe à des matchs hors saison entre les Sénateurs d'Ottawa et les Devils du New Jersey pour essayer de se prouver. À un moment donné, tu te dis, de la merde, là, allez ailleurs, tu sais. Mais ils n'ont plus rien à prouver. Tout le monde sait que c'est pas un problème de partisans, c'est pas un problème de passion, c'est pas un problème de hockey knowledge, c'est un bassin de hockey. C'est toutes les raisons, que ce soit économique, que ce soit contractuel, que ce soit de réseau de TV. On pourrait sortir plein de raisons. Mais on sait que la passion est là. Fait qu'eux autres sont comme... Okay, absolument. Parce que quand ils ont sorti l'Arena à Québec, quand ils ont annoncé l'Arena, tu pouvais tout de suite t'acheter un billet. Tu sais, ça s'appelait J'ai ma place. Puis tu peux tout de suite t'acheter un billet pour si jamais il y a une équipe, tu as déjà ton billet. Les gens ont dit, là, let's go, il faut montrer qu'on est intéressé. Ça a marché, ils ont acheté, fait, comme tu dis, ça s'est répété maintes et maintes fois. Fait que c'est ce que je trouve qui est difficile à faire pour les Sénateurs, malgré que je pense que ça reste le match le plus naturel, le plus proche géographiquement, le plus... des anciens partisans des Nordiques avec les Sénateurs
partisans des sénateurs aujourd'hui, il y en a beaucoup. Fait que, oui. Mais non, écoute, c'est juste dommage j'avais regardé pour acheter une publicité pour la brigade sur une des bandes, là, puis non, c'était pas... C'était hors de prix. C'était hors de prix. mais je tiens quand même à mettre un point positif. L'organisation des sénateurs a très bien fait ça, que ce soit dans les visuels. C'est ça. Que ce soit vous rentriez dans l'aréna, c'était les logos des sénateurs qui étaient sur les vitres. On avait vraiment l'impression que c'était la maison des sénateurs. On était au CTC. OK. Eux ont vraiment, l'organisation des sénateurs a vraiment bien fait ça sans l'aide du gouvernement. Exact. Ouais. On parle de tout ça, mais on n'a pas vu le match contre le Canadien. J'ai hâte de voir comment ça va se diviser, quel genre de 50-50, 40-60, 80-20 on va avoir de partisans du Canadien. Comme ceux qui voulaient voir des joueurs de la Ligue nationale puis qui ont un certain intérêt pour les sénateurs, d'après moi, ils ont voulu payer un peu moins cher puis y aller contre New Jersey. Fait que ça va probablement être pas mal Montréal. Mais écoute, peut-être que je vais manger mes bas, puis il va y avoir plus de partisans des sénateurs qu'au CTC quand on joue contre le Canadien. Peut-être, mais ma majorité, je pense que les gens vont faire l'aller-retour Montréal-Québec. Probablement. Ouais, même pour les gens de Montréal, c'est quand même une belle découverte de voir le centre Vidéotron, et ça reste un des plus beaux arénas d'Amérique du Nord. Oui. Déplacement. Oui, c'est ça. Puis la bière, la pizza, le ci, le ça, t'as-tu consommé un peu ou t'avais déjà assez dépensé? Toujours, écoutez, c'est les prix d'Arena, une bière à 12 pièces qui goûte l'eau. Wow! Une bière de marque américaine qu'on citera pas, mais je vous la déconseille. Ça commence par Coors Light, puis ça finit par... Non, ça commence par un B, ça finit par... voilà. OK. Nos amis chez Bud. Voilà. Ouais. Petit Bud. Ouais, mais non, autrement, même des options végétariennes maintenant dans l'aréna du Vidéotron. Donc, ils font des efforts... Oui, au CTC, c'était quoi l'option végétarienne, Stu, dans ce qu'il nous avait montré? Est-ce que c'est un type de ils appelaient ça les autres tourtières, mais il a fait une tourtière végé? Oui. Ouais, c'est une affaire comme ça, en tout cas. Je pense que je mangerais une pizza sans fromage avant de... dans un aréna avant de... Écoute, la bière, c'est végétarien, donc... c'est vrai. Il n'y a aucun problème. Les frites aussi, d'ailleurs. Les frites aussi. Il y a moyen de manger végétarien en masse. En fait, je réalise que quand je vais voir un match de hockey, je mange presque 100% végétarien. C'est des frites et de la bière. Ouais. 100%. C'est parfait. Juste un petit teaser, juste pour vous rappeler, vous l'avez probablement vu dans la description de l'épisode, on va avoir Lukas Beckman qui va être à l'épisode tantôt, après les nouvelles, après avoir jasé un peu de ce qui s'est passé cette semaine. On va vous mettre l'entrevue avec Lukas Beckman, qu'il faut pas se tromper parce que il a joué 2 matchs ici contre les Olympiques. Puis Philippe Filson, mon garçon, qui était analyste pendant les matchs, et Alexandre Doucet, qui était descripteur, qui est un ami de Lukas Beckman, a fait la même chose que moi pendant toute la description des matchs, parce que ses parents ont dit à Alexandre, « Hey, faut que tu dises Lukas Beckman et non Beckman. » Faut pas se tromper. Beckman. Moi, je vais essayer de plus me tromper. Donc, là, ce qu'on ne sait pas, c'est si ça va être refait l'année prochaine. Je sais qu'il avait parlé l'année passée de peut-être faire des matchs de saison. Puis ça, je sais que ça avait vraiment pas passé du côté des sénateurs. Puis je pense que cette idée-là, faudrait probablement la mettre aux poubelles. Ça n'a pas l'air de passer. Là. Ouais, en vrai, je vais vous le dire, moi qui suis un gros fan, c'est quand même très étrange d'aller voir les sénateurs d'Ottawa, où se dit Ottawa, allez Québec, encouragez vos sénateurs d'Ottawa. Toute la question géopolitique dernièrement, où la souveraineté est en train d'avoir le vent dans les voiles. On va probablement avoir le PQ bientôt au pouvoir. Si la tendance se maintient, comme disait Bernard de Rome, ça va certainement être ça. C'est une autre crainte que j'avais de voir le gros sabot d'Ottawa arriver à Québec, puis praise Ottawa, là. Il y a de quoi dans le background que c'est peut-être pas le meilleur move à faire en ce moment. Non. Puis même d'un point de vue des partisans des sénateurs d'Ottawa qui habitent à Ottawa, dans la région Gatineau-Ottawa, il y a tellement eu de menaces dans le passé de on va déménager. Puis là, il y a des matchs de saison régulière qui vont compter comme des matchs à la maison qui sont joués à Québec. Non. Ça passera pas.
Bon, ben écoute, merci David de nous parler de ton expérience. On va te garder avec nous pour jaser des petites nouvelles. Il ne s'est pas passé grand-chose. Hein. Il y a eu beaucoup de coupures qui sont arrivées avant le voyage à Québec. Je pense que c'était une question de ne pas avoir besoin de louer 2 autobus non plus là, pour amener tout le monde là-bas. Mais il reste encore des noms notables. Yakimchuk est encore là. Olé, l'Excel est encore là aussi. Lassie Thompson, oui. Stephen Halliday est encore là. Ben, Stephen Halliday, justement, David, lui, a compté le seul but du match, en fait, là, qui n'était pas en filet de désert. Est-ce que c'est un joueur qui faisait une différence sur la glace ou c'est une question d'opportunisme de sa part sur le but puis sans plus? Non, je pense que c'est plus de l'opportunisme. Honnêtement, j'ai plus été marqué par le numéro 15, comme je vous disais, l'Axel. Que j'ai trouvé beaucoup plus intense et qui, lui, est allé chercher vraiment son but en filet désert. C'est pas en mode, vraiment, il va la chercher. Oui, il l'a travaillé, OK. J'ai moins été convaincu du moins, je l'ai moins aperçu dans la game à part au moment de son but, OK. Parce que, justement, c'est un trou qu'il y a dans l'alignement, hein. L'Arcellaire qui est encore blessé, fait qu'on a comme un trou 4e trio. Il a commencé à patiner, je crois, à l'Arcellaire. Il a commencé à patiner, là, mais il y a une opportunité quand même qui est là pour Stephen Halliday. Je pense quand même qu'il va dominer dans la Ligue américaine, mais c'est quand même encourageant de savoir qu'il est encore là si tard dans le camp d'entraînement. Oui, absolument. Stu, tu as mis dans les notes que tu trouves que Tim Stützle connaît un camp difficile. Vraiment. Puis David, d'ailleurs, tu pourras peut-être Tim Stützle a connu des chances en or pendant le match contre les Devils New Jersey et il n'a jamais été capable de finir. Ouais. Le problème avec ça, c'est que je trouve que les opportunités ne viennent pas de lui, sont créées par ses partenaires de trio, dont Brady Tkachuk. Si Timmy n'est pas capable de finir ces jeux-là, là, je comprends que c'est la pré-saison, fait que c'est le moment là, que ça se passe pas très bien, mais... Qui va finir? C'est ça le problème. C'est ça qui est inquiétant. C'est vraiment son problème. Comme je te disais au début du jeu, les jeux sont super bien créés, puis il manque le détail, puis Stützle on a manqué beaucoup. Je pense à un moment donné une chance où il se retrouve comme côté fermé du filet tout seul, puis il tire au-dessus. Et moi, en fait, ce qui me dérange aussi beaucoup, c'est pas tant qu'il rate, c'est ses réactions, encore une fois. C'est il a recommencé ça? 4 secondes à baisser les épaules, puis le jeu est reparti de l'autre bord, puis lui, il repatine. Alors, je comprends, c'est la pré-saison, mais attention à l'attitude quand tu réussis pas un move. Là. Ouais. On voyait moins ça l'année passée. On disait qu'il avait maturé un peu, que quand il revenait pas au banc en cognant son bâton puis en donnant des coups de pied dans la bande. Puis, des fois, cette seconde-là, ça peut être la seconde qui te manque sur le back-check. C'est qui l'année passée qui avait fait un back-check incroyable, qui avait réussi à passer son bâton de l'autre côté à dernière seconde pour empêcher un tir, ou en tout cas, des fois c'est cette... Puis une fraction de seconde de moins, puis le joueur avait un filet désert, tu sais. Ouais. Fait que ça peut vraiment faire une grosse différence. Oui. Surtout au hockey, qui est comme le sport le plus rapide. Ça se passe là. Ça se passe sur une demi-seconde. Oui, exactement. Fait que je préfère que ça sorte là, mais je trouve pas nécessairement que c'est encourageant de voir un peu les habitudes de Timmy saison 1 et 2, peut-être même 3, qui est très... Comme David il a dit, là, c'est regarde au plafond là, quand il a manqué le filet de désert, là, mais va la chercher, la rondelle. Il se fait tellement dire de shooter. Puis là, il dit là, je shoot, mais je shoot à côté. Fait que... c'est Alexandre Degg qui disait... je pense que je sais pas si c'était Jacques Martin qui avait dit ça, mais il dit moi ça à un moment donné je lançais tout à côté, puis le coach m'avait dit vise le goaler, puis comme ça tu vas manquer le goaler, puis tu vas arriver dans le but. C'est ça. Ouais. Puis je tiens aussi à souligner qu'il a eu un tir de barrage aussi, Tim Stützle. Oui. Ah oui, hein? Oui. Il a été très très remuant, il a vraiment eu des beaux jeux, et tout le temps la finition est pareil, son tir de barrage on le voit partir tout à droite, on se dit il va la ramener à gauche, ça manque pas, le goaler l'arrête, puis c'est quasiment nonchalant un peu. Exact. Non, écoute, on va mettre ça sur le dos que c'était un match qui voulait rien dire, puis mais Linus Ullmark un blanchissage, donc on n'est plus inquiet de Linus Ullmark du tout. Il a arrêté les 15 tirs faciles. Je ne sais pas s'il y a eu des tirs vraiment dangereux. Là. Je ne sais pas s'il a vraiment bien paru. Là. Il y a eu des petites frayeurs, et justement, c'était intéressant de voir que même en pré-saison, il s'est pitché par terre pour aller chercher les rondelles. Très bel arrêt, effectivement. Ils sont très contents de Linus. OK. Donc, ce match-là voulait dire quelque chose. Good. Parfait. Tout dépend. Tout.
Ben oui, puis c'est ça. Ben, écoute, là, parlant de Québec encore, c'était le fun d'avoir la visite de tout le monde qui sont allés à l'école primaire. Ouais. C'était l'école primaire de Brady à Sainte-Marie. Ouais. Ouais, il y avait ma nièce d'ailleurs. Il y avait ma nièce, j'étais bien jaloux. Ouais. Ça. Wow! Elle était à l'école, elle? C'était son école? Ouais, c'est son école à Sainte-Marie. Ben voyons donc, c'est bien cool. Ouais. Donc j'étais un petit peu jaloux, là. J'aurais pu faire le mononcle qui l'accompagne. Mais... Ouais, c'est ça. Là, dès que tu vois les joueurs, tasse-toi. Oui, salut Brady. Je suis son accompagnateur pour la journée. C'est le genre d'affaires qu'on veut voir à Gatineau aussi. Oui. Tu sais, j'ai flashé aujourd'hui, puis je me dis, sais-tu, tu sais, le fameux meme du gars qui est avec sa blonde, puis qui se tourne, puis qui regarde la fille qui vient de passer. Là. Ouais. J'ai le goût de demander à Fort qu'il fasse le meme de le gars, c'est les sénateurs, sa blonde, c'est Gatineau, puis la fille qui vient de passer, c'est Québec. Ouais. Je suis d'accord. Je comprends très bien. Ouais, je comprends très bien, mais tu sais, d'un point de vue positif, là, on avait Claude Giroux qui était là, David Perron qui était là, Brady Tkachuk qui était là, Drake Batherson, Tim Stutzla qui suit toujours tout le monde, où est-ce que tout le monde va. On l'a vu, il était avec Thomas Chabot là, à la fin d'une journée le 8 septembre. Ouais. Il n'y a personne qui a demandé à ces gars-là d'être là. Les gars-là veulent être là. Non, c'est ça. Et pour moi, ça, messieurs, c'est énorme. Ça en dit long sur l'esprit d'équipe puis sur l'importance que les joueurs attribuent à ce type d'événements-là, puis sur le caractère des joueurs aussi. Je suis pas surpris de voir David Perron là, d'ailleurs, là, du tout, mais c'est très, très positif d'un point de vue d'un partisan de voir que les joueurs décident de prendre leur temps et d'aller là. Moi, j'ai vraiment aimé ça, effectivement. Ouais, je te rejoins 100%, puis rappelez-vous qu'il y a quelques années, ce genre de sortie, ça finissait en Ubergate avec Duchesne et tout ça. C'est vraiment, vraiment nice de voir où on est rendu maintenant. Vraiment. Ouais, first in class, comme ça qu'il dit ça, M. Endlauer? Best in class. Best in class, exactement. Puis aussi j'en profite pour faire le petit segment Fondation des sénateurs, parce qu'on est officiellement ambassadeur de la Fondation. Puis, il y a eu une visite aussi à la Bouchée Généreuse, qui est une banque alimentaire à Québec, où il y a Hallmark, Brady, Perron, Chabot, Timmy, Claude sont tous allés pour remettre un chèque, puis créer un peu de la awareness autour de cette place-là, parce que j'en entends parler là, par des radios puis tout ça, de la Bouchée Généreuse à Québec. Je pense que d'année en année, ils doublent puis ils triplent le nombre de repas qu'ils doivent servir. Puis il y a de plus en plus de monde qui ont recours à ça. Donc, c'était une belle initiative. Puis écoute, pour les gens ici, les gens à Ottawa, une des choses que je conseille pour aider la Fondation, c'est le fameux 50-50 quand on va au match des sénateurs. Puis on n'a même plus besoin d'aller au match. On peut les acheter en ligne. Le seul problème, c'est qu'il faut être physiquement en Ontario. Donc, quand vous allez à Ottawa pour mettre de l'essence dans votre véhicule ou que vous allez, profitez-en. Si vous êtes physiquement à Ottawa, quand vous achetez votre billet, ça fonctionne. Vous pouvez l'acheter. Puis, ça a l'air que des fois, en jouant avec des VPN, puis en enlevant ton Wi-Fi, même si t'es pas là, t'es capable des fois, là, mais c'est ce qu'on m'a dit dans les brancards à quelque part. Pascal, ça, éventuellement... Ce que je n'endosse pas. Ouais. C'est ça, mais quand on va être éventuellement sponsorisé par NordVPN, on pourra en parler de long en large. Good. Bonne idée. Excellent. Puis, écoute, c'est la dernière saison de 82 matchs cette année dans la Ligue nationale de hockey. Enlève 2 matchs pré-saison, parce qu'on va enlever 2 matchs pré-saison. Enlève 2 matchs cette année, puis on n'a pas le temps de s'emmerder, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Tu as un match vraiment pour voir les joueurs que tu veux voir. Puis à partir du 2e match, il ne restera plus grand monde à faire jouer, parce que je pense que les joueurs, ce qu'ils veulent, c'est 2 matchs. Je pense que ce qu'ils veulent vraiment, c'est 2 matchs préparatoires où est-ce qu'ils se donnent à fond pour commencer la saison. Mais 84 matchs, je trouve ça beaucoup. Moi, si j'avais fait quelque chose, j'aurais réduit le nombre de matchs de 10, je pense. 70, ce serait en masse. Mais money talks, comme on dit. Ouais. C'est drôle, l'année dernière, on avait eu cette conversation-là. Je me dis, les auditeurs, à chaque fois que je viens, ils vont se dire qu'on parle de ça. Mais... My God, que c'est beaucoup trop. Moi, je sais pas pour vous, mais j'ai souvent un creux à partir du mois de février où
c'est un peu moins intéressant. On est dans le creux de la saison. On sait pas encore si on peut espérer aux séries ou quoi. Puis ça revient au mois de mars, avril, là, quand on est vrai. Mais il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Là. Mm-hmm. Puis là, en plus, il va y avoir les Olympiques en février. Fait que ça va peut-être faire passer ton petit LOL que tu vas avoir pendant ce moment-là. Là, mais ouais. Ben, j'imagine comment ça va compresser la cédule. Là. Oui. Ben, puis même en 2025, c'était le tournoi, le championnat des 4 nations aussi. Oui. Il y a comme toujours un espèce de crunch en janvier et en mars, puis comme David dit, un espèce de lull en février où est-ce qu'il y a comme putain de match, puis on perd un peu le beat de tout ça, puis il faut qu'on reprenne en mars. Là, tu rajoutes, tu sais, je veux dire, la saison 84 matchs de long, puis la Coupe Stanley va quand même être remportée à la fin du mois de juin, là. C'est terriblement long, là. Oui, c'est long. Terriblement long. C'est long. Écoute, il y a le baseball qui a encore plus de matchs, là, mais c'est un des sports avec le plus de matchs. Ouais, mais bon. Moins de matchs en concours, tout le monde est content. Plus de matchs en saison, un peu moins. Ouais, je pense que c'est ce qui complète pas mal l'introduction. Ben, David, merci beaucoup. Merci beaucoup de t'être joint à nous. Comment ça se passe sinon, la musique, le travail là-bas à Québec, la blonde? Tout va bien? Ouais, tout est sous contrôle? La musique, il y a du nouveau qui s'en vient en ce moment, donc j'ai présenté un nouveau single le mois dernier qui a très bien fonctionné. Je travaille sur présenter d'autres singles et puis... Où est-ce que le monde peut te suivre? David M, E2ME sur Instagram, sur Facebook, sur Spotify, sur Apple Music, partout. OK. Et puis, ouais, voilà. Parfait. Tout va bien à Québec, on est bien. On est très, très bien à Québec. Ouais. Viens-tu nous voir pour un match à Ottawa éventuellement? As-tu des plans de monter? À Ottawa la semaine prochaine, début octobre. Donc, il y aura ça sera pas encore des games de pré-saison. Ouais, peut-être. Et je vais être là en décembre. Donc, en décembre, je vais peut-être en profiter pour aller voir une game. Ah, OK, cool. Si jamais, au pire, on ira voir un match oui. downtown Ottawa, prendre une petite bière et puis voir la game tous ensemble. Certainement. Tiens-nous au courant. Donc, c'est ce qui complète cette partie de l'épisode. On va vous laisser avec Luca Beckman, l'entrevue qu'on a réalisée le 12 août. Si vous avez aimé ça, si ça vous tente de redonner, on vous invite à consulter le labrigadepodcast.ca/merci pour nous encourager, pour redonner. Puis sinon, on vous dit à la semaine prochaine. Donc, re-bienvenue dans la brigade en mode entrevue. On a un invité spécial pour ce segment-là, un invité très spécial. Je vais vous le décrire un peu, natif de Dorval au Québec. Choix de 4e ronde des sénateurs cette année, choix de 2025, 97e au total. En gardien de but du Drakkar de Baie-Comeau. On a avec nous aujourd'hui Luca Beckman. Salut Luca, comment ça va? Super, et vous? Ben, ça va très bien. Là, on enregistre, probablement que ça va passer un peu plus tard au début de la saison. On est en mode été, on est en pleine canicule, on est à mi-août. Pour un joueur de hockey qui joue junior majeur, qui se fait repêcher par les sénateurs, il se passe quoi là, en plein milieu du mois d'août? C'est les vacances ou c'est au contraire, on se prépare pour la saison qui s'en vient? Ouais, en fait, c'était un gros été. J'ai entraîné quasiment à chaque journée. Une couple d'entraînement par semaine, tout. Mais en fait, en ce moment, je suis à Baie-Comeau. Je suis coach de gardien pour un petit camp organisé par le Drakkar pour les jeunes. Mais j'essaye quand même, on fait quand même des pratiques, puis je m'entraîne dans le gym quand je peux aussi. OK, fait que tu es en mode déjà redonné aux plus jeunes. Ils doivent capoter là, d'avoir un gardien à la JMQ qui est en avant d'eux. Pour lui. On parle-tu des petits novices mag ou on parle bantam, midget, qui est quasiment ton âge, là, tu sais? Il y a 3 différents groupes. OK. Il y a les U7, les U9, puis je pense les U13. Alors, tu sais, c'est vraiment plus des jeunes. Puis après, à la fin, en fait, moi, j'embarque comme gardien complètement habillé avec les élites. Puis ça, c'est comme... Il y en a jusqu'au midget. OK. Puis on pratique avec eux. Il y a moi, Alexis Mathieu et Sean Pearson et Emile Chouinard. On est tous les coachs là-bas. Ouais. Ah, good. Ça manque beaucoup, les coachs de gardiens dans le hockey mineur. Là. Je ne sais pas, toi, tu as évolué là, à Montréal, tout le hockey mineur. Je ne sais pas comment tu as été gâté puis pas gâté. Là, des fois, quand tu commences novice, mag, atome, on prend un parent qui a déjà gardé les buts une fois dans sa vie d'une ligue de garage, puis on dit « OK, toi, tu t'occupes des gardiens de but. » Ouais, je dirais que j'étais quand même chanceux. Je pense qu'il y a
y a des équipes que même en bantam, il n'y avait pas de coach de goaler, mais moi, je pense que j'avais toujours un coach de goaler présent, même en mag, truc de même si peut-être c'était, il n'y avait pas beaucoup d'expérience, là, mais il était au moins, t'avais quelqu'un. T'étais pas juste une cible pour que les joueurs prennent des shots tout le long. Puis que toi... j'ai été chanceux. Ouais, c'est ça. Ça a aidé mon développement, c'est sûr. Lucas, y en a-tu un là-dedans dans tes entraîneurs de gardiens qui t'a marqué plus qu'un autre dans ta jeunesse? Genre un bantam qui me dit, moi, lui, je m'en souviens encore comme c'était hier, puis il m'a vraiment aidé dans mon développement. Ouais, je dirais, en fait, c'est drôle parce que c'est devenu mon agent maintenant. Oh. Mais c'est Stefano Cantali. C'était mon coach de goaler une moitié d'année bantam. Il m'a vraiment juste appris que le plus important, c'est d'avoir du fun, travailler fort, puis c'est pas les résultats ou les résultats vont venir si t'as du fun puis tu travailles fort, puis on avait eu une bonne saison, on avait une correcte saison, puis on a fini par se rendre en finale de la Coupe Dodge cette année, puis je pense que c'est une saison marquante, puis c'était cet entraîneur-là dans ma carrière qui m'a plus marqué, surtout dans la jeunesse. Là. Parlant de jeunesse, c'est ça, t'as grandi dans le coin d'Orval. T'es né à Dorval, mais t'as joué dans l'association Rosemont-Petite-Patrie, dans ce coin-là, un peu plus? En fait, j'ai grandi plus vers Outremont. OK, c'est ça, OK. Ouais. Entre Myland puis Outremont. Puis en ce moment, j'habite au Plateau Mont-Royal. Okay. Ouais. Ça fait 8 ans, je pense. Ouais. C'est pas nécessairement, Stu, tu me corrigeras si je me trompe, mais souvent à Montréal, on voit... C'est rare qu'on va voir des jeunes jouer dans la rue au hockey, ou on voit moins ça comme une base de bassin de joueurs de hockey. C'est un peu différent par rapport à quelqu'un qui a grandi en Abitibi ou la culture hockey pour les jeunes. Tu me diras, Lucas, si je me trompe, mais sur le plateau, je trouve qu'il y a vraiment une belle culture justement de tous les parcs sont transformés en plein de petites patinoires extérieures. Okay. Il y a beaucoup d'enfants. Je trouve qu'au contraire, cette culture-là est très, très, très présente. Fait que je sais pas si Lucas, c'est la même chose en Outremont puis Plateau, mais ça, c'était ma réalité, du moins, là, à Montréal. Ouais, je pense que, dans le Plateau, il y a pas beaucoup de grands joueurs de hockey. Je pense que c'est beaucoup des fans qui aiment ça jouer, mais c'est pas leur passion, vraiment, mais c'est sûr, aller au parc, proche de chez moi, au parc Laurier, il y a 4 patinoires, puis ils sont toujours remplis les week-ends, puis les soirées, puis c'est vraiment du fun. Mais ouais, c'est sûr, je dirais que c'est pas super présent, autant qu'il y a peut-être dans d'autres villes. Surtout, on a une grosse population, mais moins de joueurs de hockey. C'est ça, hein? Dans le plateau, c'est surtout art et musique. Art et études, oui. Puis, je suis juste curieux, Lucas, t'habites près du Parc Laurier, c'est ce que tu viens de dire? Ouais, c'est ça. OK. J'ai habité là aussi pendant un bout, fait que peut-être que t'as mon ancien appartement, on sait pas. Ah, je souhaite que non. Moi aussi, je souhaite que non. Fait que c'est ça, fait que t'as grandi. Est-ce que t'as été gardien de but à partir du début? À quel âge que t'as mis les pads? Ça a-tu été comme à un moment donné au novice, tout le monde switch, chacun se passe les pads, puis à un moment donné, t'as dit hey, moi, je pense que j'aime plus ça que les autres. Ouais, je pense que c'était en mag où ça allait alphabétiquement. Okay. Alors, ça allait... B? Moi, c'était L, en fait, c'était le premier nom. Ah, c'est vrai, OK, alphabétique de prénom, OK. Puis, je sais pas pourquoi, mais genre, j'avais super hâte, j'étais super excité. Puis là, c'était mon tour, j'ai goalé, j'ai vraiment trippé. Même si, je pouvais pas lever mes bras pour une semaine après. Puis pendant que je goalais, je pouvais pas bouger. Mais j'ai juste vraiment trippé là-dessus, puis ça m'a marqué. Puis j'ai toujours été goaler après ça. Est-ce que ta mère le regrette encore aujourd'hui ou est contente quand même de sa décision? C'est tough pour les mères et que c'est dur. Moi, je suis enfant unique. Alors, ils peuvent me gâter un petit peu. Okay. Le goaler, ça prend un peu plus de cash. Là, alors, je suis chanceux que je suis enfant unique, c'est sûr. C'est beaucoup plus stressant. Ah, que c'est stressant. Moi, je fais juste penser aussi stressant, ouais. à la mère de mon garçon, à ma femme. Ça n'a pas de bon sens dans les estrades. Elle faisait les 100 pas, elle était d'un bout puis de l'autre. Des fois, il était à midget dernière année dans un shootout. Ils se sont rendus, je pense, au
je pense que l'équipe a passé au complet. Il était rendu à 17-18 tirs de fusillade. Elle était sortie de l'aréna. Elle était partie, elle était plus capable de voir ça. Ça n'avait aucun bon sens. Puis les pères, nous autres, on s'installe dans un coin d'un bout de l'aréna, on ne dit pas un mot, on ne veut pas être proche des parents, on regarde la glace, puis un petit pouce dans les airs quand tu sais là. Ouais, ma mère, elle me dit que, tu sais, elle lâche un cri ici puis là, mais je pense que, elle a confiance en moi. Puis, ben, c'est pas que, c'est normal qu'elle est stressée pour moi, mais, elle peut se gérer, puis. C'est pas le même stress que je suis goaler. Que regarder un joueur. Tu regardes un joueur, bon, il embarque, il débarque, il a bien joué, il a pas bien. Regarder ton enfant gardien de but, c'est juste du négatif, c'est juste du stress. Tu fais juste stresser en le regardant. Ouais. Il mène par un but, il reste 3 minutes, tu dis « oh non. » J'aimerais mieux qu'il perde 8-1, je pense que ça. C'est quelque chose. Non, bravo à eux autres. Puis écoute, la belle récompense qu'ils ont eue, ça s'est passé un peu cet été pendant le repêchage. Tu jouais pour le Drakkar, une bonne saison l'année passée, perdu en deuxième ronde, je pense, vous avez fait une ronde de série. Mais pour une équipe qui était, tu sais, tu as eu des bonnes stats. C'était quoi, 2,65 de moyenne de buts alloués, 914 de pourcentage d'efficacité dans une équipe assez correct, milieu de peloton, je dirais, le Drakkar cette année. Puis, tu sais, souvent, le gardien de but est beaucoup dépendant de l'équipe, mais ça a montré que, non, tu étais vraiment un pion important de cette équipe-là. Puis arrive le repêchage. À quoi est-ce que tu t'attendais? T'avais-tu des attentes un peu? Je pense que Craig Button t'avait placé 39e overall là, dans le repêchage. Là. C'était... t'avais beaucoup aimé, je pense. Là. Fait que, puis les gardiens, ça peut tellement aller de première ronde à 4e, on ne sait jamais. Fait que comment tu approchais ça? Pour toi, dans ta tête, tu te voyais-tu sortir cette année? Dans le fond, mon mindset pour rentrer, c'était que je m'en fous. Okay. Même si je me fais pas drafter première ronde, ça revient au même. Il reste beaucoup de travail. C'était vraiment... J'étais pas stressé, j'étais excité. Je suis juste vraiment content que j'ai été drafté par une bonne organisation, que j'ai des opportunités, puis que c'est proche de chez nous aussi, c'est plus proche qu'il y avait comme même. Oui. Alors, c'est vraiment le spot parfait pour moi. Puis, mais en rentrant au draft, je m'en foutais un petit peu. Puis, en fait, je voulais aller à une organisation qui me voulait et qui me voyait dans leur plan, puis que ils avaient un bon développement de gardien. Chose à même. Puis, je pense que Ottawa, c'est une spot parfait pour moi. Puis, comment ça s'est passé? Est-ce que tu étais là-bas à Los Angeles ou ben... En fait, moi, j'étais chez nous avec mes parents puis mon agent. Okay. On a eu une petite soirée. Ouais. Puis là, comment ça s'est passé? Est-ce que tu avais eu des discussions avec certaines autres organisations que les sénateurs ou bien principalement c'est les sénateurs qui avaient démontré un fort intérêt pour toi? J'ai fait une interview avec presque toutes les équipes. Je pense genre toutes sauf 4 ou 5. Là. Ouais. Puis il y en a qui sont revenus une couple de fois. OK. C'est du stock. Là. Mais ça fait partie de la job. Puis je pense qu'il y avait une couple d'équipes qui avaient de l'intérêt, mais ça n'a pas à donner. Puis encore, Ottawa, ils m'ont contacté une couple de fois. Alors. Est-ce qu'il y avait des questions un peu bizarres dans les questions des sénateurs, comme raconte-nous une blague, ou si tu étais une roche, quel type de roche tu serais, ou des choses comme ça? J'irais pas tant. Je pense que j'ai lu des histoires c'est ça. Au draft, pas au draft, mais au combine. Ils ont demandé dis une blague. Ouais, c'est ça. Quelques joueurs. Puis, s'ils m'auraient demandé, je pense pas qu'ils m'auraient drafté là, parce que j'ai pas de blague. je connais ça en blague, mais si tu me demandes de t'en raconter une, impossible, je vais jamais en trouver une. Ça tombe. Mais non, moi j'étais pas au combine. Okay. Ils m'ont juste fait une couple d'interviews téléphoniques, juste me demander des questions, c'est quoi tes forces, faiblesses, des questions bien basiques. Mais je pense que la partie la plus drôle, c'est que il y a quelques semaines, j'étais en train de faire du vélo de mon entraînement. Puis là, j'ai reçu un appel de Kevin Burke, le gars de développement de gardien, pendant que je faisais du vélo. Puis là, je suis allé pour prendre mon sel de ma poche, mais il est comme tombé par terre. Puis là, j'ai fait un 360.
suis allé chercher puis j'ai appris. Mais honnêtement, non. Toute mon expérience avec Ottawa, il n'y a rien de vraiment drôle, spécial. C'était plus... C'était business, là. C'était vraiment plus business, c'était sérieux. C'était... tu nous as dit que tu étais avec ta famille, chez tes parents. Fait que là, la première ronde passe, la deuxième ronde passe, la troisième. Puis là, moi, c'est parce que je l'ai entendu dans une autre entrevue, là, mais raconte-nous comment tu as su que ton nom était tiré. Là. Ouais, dans le fond, c'est... Ouais, je dirais que ça serait une histoire unique. Alors, tu sais, la troisième ronde, elle finit. Puis là, il y a un break commercial. Alors, tu sais, moi, je me suis levé pour aller à la toilette. Puis là, mon père, il ouvre l'appli LNH pour voir le draft live. Puis il dit Lucas, tu viens de te faire drafter par sénateur. Moi, j'avais enlevé j'avais des suspenders puis un nœud de papillon. J'ai enlevé mes suspenders pour aller à la toilette. Puis je reçois cette nouvelle, je me retourne. Puis là, j'ai célébré avec mes parents. Tu sais, c'est vraiment... c'était... Tu sais, même si c'était pas... C'est un peu... je sais pas comment dire en français, mais anticlimatic. Ouais, c'est ça. Tu t'attends... Tu sais, c'est supposé être un des plus beaux moments de ta vie. Dans ta vie, mais tu sais... Moi, tu sais, j'ai quand même bien vécu, tu sais, j'étais avec ma famille, j'ai célébré, c'était un peu drôle comme histoire, c'est sûr. Ça n'a pas de bon sens, ça bat notre histoire à la brigade ici. JP Fortin, lui, quand il va à la salle de bain, c'est pour regarder le dernier but de Jake Sanderson pendant les séries cette année. Il dit, t'as pas besoin de commenter là-dessus, Lucas, là, je fais juste un rappel. Tu peux me juger aussi. Il nous a dit que quand il allait, c'était le but de Jake Sanderson pendant les playoffs contre Toronto. Puis regarde, il y en a que c'est comme ça qu'ils apprennent leur draft. Ton histoire bat celle-là, JP Fortin. Oui, sûrement. Ouais. Fait que Stu, t'es le prochain à devoir battre ça. En fait, c'est drôle. Je viens de voir une vidéo passer sur les réseaux où il y a un autre gardien, il y a une histoire similaire. OK. Où comme, c'était Trenton Bennett. Il se fait drafter par les Devils. Il y a une coupe de choix après moi. OK. T'sais, lui aussi, il a su... lui, je pense pas qu'il est allé se lever pour aller à la toilette, mais il a su parce que son père, il avait le truc live sur son cell parce que c'était pendant les commerciales. Alors, c'est sûr que je suis pas le seul qui non, garanti. a des histoires de même, surtout quand c'est... Surtout que le format du draft de cette année, là, qui était un peu dégueulasse. Puis de ce que je comprends, il pense refaire la même chose, mais en l'améliorant un peu, là, mais ça va ressembler encore. Peut-être que Lucas, c'est le seul qui l'a appris pendant qu'il était à la toilette, par contre. C'est pas le seul qui l'a appris par son père sur le téléphone, mais vraiment sur la toilette. Derrière ta carte de hockey, c'est ça qui va être écrit. C'est ça qu'ils vont mettre. Puis j'ai une question, Lucas, par rapport à ça. Tu sais, je dérive un peu du... en fait, on reste dans le pattern du repêchage, mais je voulais avoir ton opinion, parce que toi, tu es un joueur. Gardien de but, un jeune joueur. Est-ce que, toi, le format actuel, la dernière version du repêchage, mettons, tu as été repêché en première ronde, le seul contact humain que tu as, c'est Gary Bettman. Est-ce que, pour toi, tu aimes beaucoup mieux l'autre formule d'avant avec toute l'organisation sur la scène, puis, ou bien la formule que tu as vue cette année, ça te convient quand même avec le genre de vidéo? Tu sais, je pense que ça peut même enlever le stress. Tu sais, t'as pas vraiment de contact humain, t'as juste une vidéo, une petite conversation. Peut-être ça peut... tu sais, t'as beaucoup d'émotions quand tu te fais drafter, surtout au demande dans la première ronde. Beaucoup d'émotions, t'es excité. Puis là, il faut rencontrer plein de monde, du monde important que tu veux pas... tu veux pas dire... de quoi de mal pour ruiner tes chances, puis truc de même, alors, peut-être ça peut aider dans cet aspect-là, mais c'est sûr, moi je pense que les deux formats ils sont bons. Cette année, il y a une couple de problèmes techniques, là. Ça, je blâme personne, mais c'était moins le fun, surtout il y a mon ami qui se fait drafter, puis première ronde, puis là il va devant la télé là, pour rencontrer ses nouveaux
puis aussi James Higgins, il était juste debout à regarder, puis tout le monde dans la chambre des Bruins disait rien parce qu'il y a des problèmes techniques. Alors, tu sais, lui, c'était sûrement super awkward, puis comme. C'est ça, ouais. Ça lui fait mal sentir, mais s'il n'y a pas ça, l'année prochaine, j'ai aucun problème avec ça. Good, fait que là, repêché, on célèbre, on passe une belle soirée, tout ça. Puis j'imagine que y a-tu des joueurs qui t'ont texté tout de suite? Y a-tu des gens de l'organisation? Ça a été quoi tes premiers contacts avec l'organisation officielle et même peut-être par des joueurs? Ouais, dans le fond, moi, j'ai un appel du coach de gardien. Justin Peters. Ouais. Puis aussi de Zach Burke. Puis après, l'organisateur du camp m'a contacté, mais j'ai pas eu d'appel de joueurs. C'était vraiment juste coach de goaler, développement de goaler, et pour que je vienne direct au camp. Parce que tu allais les rencontrer dans pas longtemps. Là. Je pense que le camp, le Dev Camp était comme quoi, quelques jours après le repêchage. Fait que t'as pas le temps de te retourner part. Là. Ouais, ça va vite. 3-4 jours après, tu as le temps de te faire une valise, t'en venir ici à Ottawa. Comme tu dis tantôt, au moins, c'est pas trop loin. Là. La 417 se fait à 110 d'ailleurs. La limite est à 110 sur la 417 officiellement. Ça va encore plus vite. Puis, comment ça s'est passé, le Dev Camp avec toute cette gang? Parce que de ce qu'on entend, c'est que le premier Dev Camp pour un joueur, c'est stressant. T'es beaucoup de nervosité, tu sais pas trop comment te comporter, tu regardes ceux que ça fait 2 ans qui sont là, 3 ans qui sont là, tu essaies de prendre des cues, ils viennent de te repêcher, ça fait 3-4 jours, tu veux pas les décevoir, peut-être que je mets ça plus gros que c'est, là, mais moi, il me semble que c'est comme ça que je verrais ça. Comment t'as approché ça? T'as pas l'air nerveux, là, à date, là, de ce que j'ai vu de toi, là. T'as pas l'air d'un gars trop stressé. Ouais, c'est ça, moi, mon mindset, c'est que je voulais leur montrer qui je suis comme personne puis qui je suis comme gardien. T'sais, j'étais pas trop stressé. Je suis allé là pour avoir du fun, montrer que je pouvais faire. C'est sûr que c'est un autre niveau. Les shots ils viennent plus vite, tout le jeu est plus vite. Mais je pense que j'ai un gros été, puis ça fait que j'ai pu vraiment être là avec le pace. Puis toutes les choses hors glace. Il y avait beaucoup d'autres personnes qui ont été là plusieurs années qui m'aidaient aussi. J'étais beaucoup avec Jackson Parsons puis d'autres que Vladimir Nikitin, Kevin Riddler. J'étais pas tout seul. J'étais capable de me débrouiller parce que j'avais la compagnie puis du monde pour m'aider. Puis dans toute cette belle gang-là de joueurs qui sont au Dev Camp, y en a-tu qui t'ont surpris un peu, ou y en a-tu que tu dis, lui, il m'a donné de la misère parce qu'il y a tout un shot ou il y a tout des moves pour me déjouer? J'irais, c'est sûr, les gars qui ont joué des games dans A, il y en avait une couple, puis eux, ils sont plus gros, plus forts, les shots, ils viennent plus vite. Même si c'est pas nécessairement des gars point par game dans A, c'est vraiment des bons joueurs, puis ça se voit que il y a encore une coche. Sinon, je dirais aussi Charlie Major. C'est drôle que tu dises ça. Parce que Djibril Touré, quand on lui a demandé qui l'avait impressionné au camp, pas nous, mais quand les gars de Lockton lui ont demandé qui l'avait impressionné au camp, il a dit ton nom, premièrement. Puis après ça, ils ont demandé qui l'avait le plus surpris. Il a parlé de Charlie Major. Il dit c'est les meilleures mains qu'il y avait sur la glace. Ouais, c'est ça. Quand un gars pas drafté, là. Quelqu'un qui... Ouais, c'est ça. Quand t'as dit quelqu'un qui savait quoi faire pour me déjouer, lui, surtout, je pense qu'il était un peu nerveux la première journée. OK. Puis là, la deuxième journée, ça s'est mieux déroulé. Puis troisième pratique, là, il scorait à chaque fois, sur moi, puis c'était impossible, c'était pas impossible, mais il était vraiment capable de la mettre dans le net. Sa shot est bonne aussi, alors en plus, c'est une vraiment bonne personne, alors, je dirais que ça serait lui. Avez-vous déjà entendu ce nom-là, vous autres? Non, pas tout. JP Stew? Moi, oui, puis il me semble que j'ai connu une saison de comme 32. Il est dans NCAA, dans les rangs universitaires. Fait que. Ouais. Il a été undrafted, mais il est capable de la mettre dedans. Mais c'est juste une invitation, j'imagine. Il jouait à Cornell, mais il jouait avant. Il jouait avant
la USHL avec... Ouais, ça se peut. Mais en tout cas, j'ai été vraiment surpris quand j'ai entendu ça. Puis sinon, s'il y a une chose en dehors des joueurs d'avant, des défenseurs, dans le repêchage des dernières années, depuis que c'est la nouvelle organisation qui est là, depuis que c'est Staios, puis les nouveaux recruteurs, ils recrutent des gros et grands défenseurs. Comment tu as trouvé tes paires de défense en avant de toi? C'est-tu rassurant? Tu dis, il y en a un, tu dis, quand il est là, lui, je me sens mieux? Ouais, tu sais, je pense pas que c'était juste les défenseurs, même les avants. OK. C'était comme 6 pieds 5 plus. Là, c'est ça, ils ont juste des grands joueurs. Il y avait, c'était comme la même chose au draft cette année. On dirait un draft NBA. C'était tout 6 pieds 3 ou plus. Mais ouais, c'est la même chose là. Il y en avait des géants. Là, les Gabriel et Eliasson qui sont énormes. C'est pas juste qu'il est grand. Il fait peur, il est solide. C'est des mutants, là, honnêtement. Là. T'es pas censé être grand comme ça. C'est ça. Puis patiner. Puis aussi, non, il y avait une couple de gars que si j'étais un joueur, je voudrais pas aller dans les coins avec eux, là, c'est sûr. Caroline. Lucas, moi, je prends la balle au bon, puis je vais te poser une question crunchy. Libre à toi de me dire je réponds pas à ça ou bien je m'enligne sur une réponse. Tu sais que présentement, il y a comme un débat social avec le nouveau règlement de la NCAA. Oh, OK. Je me demandais où tu t'en allais, OK. Et la gestion que certains joueurs prennent la décision de partir vers la NCAA pour son développement. Comment, toi, en tant que joueur, puis tu vois la situation arriver, est-ce que pour toi, c'est no matter what, moi je reste dans le queue jusqu'à mes 20 ans, ou bien t'as eu des discussions avec tes parents, avec certains de tes amis, ou bien certains joueurs qui sont exilés aux États-Unis dans cette ligue-là. Je voulais savoir pas ta position, mais qu'est-ce que tu penses de tout ça, ton approche, ça? Ouais, tu sais, moi je veux que mes options soient ouvertes. Cette année, c'est sûr que je reste à Bécamo. Mais après ça, je pense que je veux faire ce que l'équipe veut que je fasse. Un petit peu, si les sénateurs veulent que je reste dans le queue, je vais rester dans le queue. S'ils veulent que peut-être je parte, ça va être à eux de décider. Mais moi, j'ai une tête ouverte, un open mind sur toutes les options. Il y a beaucoup de positifs pour les deux. Dans la queue, il y a beaucoup plus de games. Surtout pour un gardien, c'est très important de jouer beaucoup de games. Puis, j'ai des games assurés, mais je suis capable d'en goaler 50 dans une saison. Puis NCAA, première saison, ça se peut que je goal une ou deux games. Puis pour un gardien, c'est important les matchs, là, les pratiques, c'est quelque chose, là, mais. C'est ça, même quand t'es le premier gardien, tu vas goaler peut-être 30, 25 games, alors c'est vraiment, c'est moins. Mais c'est aussi plus vieux. C'est sûr, c'est un plus haut niveau. Alors, il y a vraiment des positifs, des deux bords, puis j'ai un open mind pour mes options, puis je vais me baser surtout sur ce que les sénateurs veulent de moi. Enfin, c'est une bonne réponse. Le camp, quand les recrues de DEFCAMP est fini, vous retournez chacun chez vous. Est-ce que vous repartez avec une liste de devoirs, avec une liste de choses à faire, à travailler? Est-ce que l'organisation de l'équipe de développement reste en contact avec vous d'ici au début de la saison, pendant la saison, puis tout ça? Ouais, on a une bonne conversation avant que je parte de ce que moi je pensais qu'il fallait que j'améliore, puis ce que j'ai bien fait, puis eux, ils en ont rajouté. Okay. J'ai mon plan avec les choses que je veux faire. Puis ils sont complètement d'accord avec. Alors, mais c'est sûr, Zach Burke, il me contacte quand même souvent pour me demander quand ça va. Il contacte mon coach de goaler pendant l'été, pendant la saison. Ça se peut qu'ils viennent à Bécamo ou quand je joue sur la route à Québec ou quelque chose, faire une pratique avec moi, chose de même. Il est très... il est actif. Ouais. Moi, je connais pas l'univers des goalers, fait que je sais pas si, pour un gardien de but, est-ce que c'est comme un peu invasif comme comportement ou t'es comme, au contraire, il est investi, puis je suis content qu'ils veulent voir ma progression, puis qu'il me suit, tu sais? C'est sûr, il y a beaucoup à m'apporter comme coach, tu sais. Il y a beaucoup d'expérience. J'aime beaucoup différents points de vue. Tu
dans ma carrière, j'ai toujours eu beaucoup de différents coachs de goaler. Parce que j'aime prendre ce que j'aime de chacun. J'aime avoir mes options. Puis après, je peux décider ce que j'aime utiliser. Mais aussi, j'apprécie vraiment. Ça montre que, il a investi en moi. Puis qu'il voit que j'ai du potentiel. Et je pense que c'est bon signe pour le futur. Moi, j'avais une réflexion par rapport, on a tout le temps la pensée qu'un gardien de but se développe plus tardivement qu'un joueur, puis ça prend un peu plus de temps avant que son niveau soit atteint. Toi, dans ta perception, c'est quoi ton âge pour que tu te dises « OK, je suis peut-être en retard sur mon pacing que je m'avais fait pour atteindre mon niveau professionnel. » Tu sais, y a-tu un âge que tu te dis, maintenant, mettons 24, 25, 26, je dis n'importe quoi, que tu dis, OK, là, je suis peut-être en retard sur ma progression. Juste à temps que je mets mes patins dans... Tu sais, je pense que tu peux jouer à n'importe quel âge dans la première game NHL comme gardien. Ouais. Tu sais, je pense pas qu'il y a vraiment de limitation. Tu sais, c'est pas juste pour un gardien, mais un joueur aussi. Là. Mais ouais, c'est sûr, un gardien, ça prend plus de temps à développer. Puis je veux jouer à la LNH le plus vite possible, mais tu sais, ça se peut que ça prenne plus de temps, puis plus de travail, puis je suis prêt à ça. Puis je pense pas que je me mets de limitation ou de date limite. OK. Ouais. Puis... Ça, là, Lucas, c'est la réponse parfaite. Moi, je suis un dépisteur des sénateurs. Je dis, on va pêcher ce gars-là. C'est la réponse parfaite. Ah non, puis écoute, c'est parce qu'on a tellement vu, premièrement, j'imagine que tu as grandi à Montréal, probablement partisan des Canadiens un peu plus. Il n'y a pas de problème, là, tu peux le dire. Tu es avec nous maintenant, là. C'est correct, on pardonne les péchés du passé. Probablement un grand fan de Carey Price. Il y a des bonnes chances aussi. Est-ce que as-tu gardé un œil sur ce qui s'est passé à Ottawa dans les dernières années, l'espèce de porte tournante de gardien de but que c'est devenu depuis que Craig Anderson est parti? Puis pourtant, les Sénateurs avaient un bassin de gardiens de but à n'en plus finir, qui sont des gardiens numéro 1 dans la Ligue aujourd'hui, que ce soit les Joey Daccord, les Gustafsson, on remonte, là. Puis c'est des joueurs qui avaient été repêchés et développés. Pas dans le cas de Gustafsson, non, mais il est arrivé jeune dans l'organisation. Donc on espère vraiment que cette période-là où on abandonne ou où on se débarrasse de gardiens en faisant de mauvais choix sur celui qu'on veut garder, je pense qu'ils sont encore bien nantis là, avec les Merrilainen qui est là. Il y a eu Kevin Mandolesi qui est venu sur le show aussi, que lui a passé à d'autres choses aussi. Mais tout ça pour dire que on espère que la patience va être de mise puis qu'on va prendre le temps de bien développer des gardiens parce ça fait longtemps qu'il n'y a pas un gardien qui a été développé par l'organisation et qui a eu un poste de numéro 1 dans l'organisation. C'est peut-être Robin Lehner qu'on disait, le dernier, qui a eu cette semi-chance-là. Il n'a jamais vraiment eu son rôle temporairement, là. Buffalo, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est même pas Ottawa. Donc, non, ça c'est... on est vraiment content que tu as été repêché par l'organisation. Puis comme je disais, vous êtes Vladimir Nikitin aussi qui a été repêché en même temps là, dans le même draft. Ça faisait longtemps que les Sénateurs n'avaient pas repêché un joueur russe aussi. Puis on a repêché un autre, je pense, dans cette ronde-là. Donc là, tu retournes à Baie-Comeau pour le restant de la saison. Là, moi, je commence à travailler mes affaires là, parce que je sais pas si tu es au courant, mais les Sénateurs, pas les Sénateurs, mais les Olympiques, l'année passée, je pense qu'ils ont passé 8 ou 9 gardiens dans leur dans l'organisation. On est à la recherche d'un vrai numéro 1. Donc, je vais travailler là-dessus. Là. Je dis, un petit gars, comme où qu'on pourrait peut-être... qu'on pourrait aller chercher. Mais non, sans farce, as-tu des objectifs cette année pour dire c'est ce que je vise cette année? Ouais, je dirais que mon but, c'est d'être le meilleur goaler dans la Q. Je pense que je suis capable. Comme Kevin Mandolesi, d'ailleurs, qui l'a été aussi il y a quelques années. Ouais. Je m'entraîne avec lui sur la glace. Ah, cool. Souvent avec Marco Marciano et Max Vaillancourt. Super fin. On l'avait eu sur le podcast, c'était une de nos plus belles entrevues. Il était vraiment intéressant, vraiment le fun. Vraiment une bonne personne, un bon gardien aussi. Ouais. Mais ouais, tu sais, je pense que je vais être le meilleur goaler de la Q. Okay. Je pense que je suis capable. Tu sais, l'année passée, j'ai une bonne saison. Mais tu sais, je savais pas à quoi m'attendre avec mes 50 quelques games. Tu sais,
J'ai jamais vécu ça dans ma vie avant. Le plus que j'avais goalé, c'était peut-être 20 games dans une saison. Alors, tu sais, je dis pas que j'étais fatigué, mais tu sais, c'est quand même tough. C'est un beat qu'il faut prendre. Alors, tu sais, je sais à quoi m'attendre, puis je pense que j'ai pris une coche cet été, tu sais, physiquement. J'ai vraiment focusé sur mon entraînement hors glace. Puis je pense que ça va vraiment aider sur la glace. Alors, tu sais, je dirais que ça serait ça mon but. Qu'est-ce que ça fait comme entraînement hors glace? Parce que moi, je joue comme gardien de but, mais j'ai commencé à jouer au hockey à 39 ans. Là. Fait que, tu sais, j'ai bien des affaires à améliorer. Là. Je pars extrêmement loin. Puis des fois, je me demande, qu'est-ce qui est transposable de hors glace à sur la glace qui peut aider? Le jogging? Il y a quand même beaucoup de choses. Ouais. Tu peux commencer par cardio. Ouais. Moi, je fais beaucoup de wind bike ou de vélo assaut, je pense. C'est comme des grosses roues. Là, des intervalles. Choses de même pour travailler le cardio parce que, tu sais, comme goaler, le cœur, il monte des fois sur le piqué, truc de même. Puis aussi, je dirais, tu sais, la force des jambes, surtout. C'est ça, hein? C'est pas juste la force, mais aussi savoir utiliser. La force, c'est... tu peux bien avoir des grosses jambes super musclées, mais tu sais pas comment absorber le choc quand tu freines. Ou tu sais pas comment sauter, genre pousser, tu sais, avoir de la puissance dans tes jambes. Puis aussi, tu sais, les hanches, pour un gardien, c'est vraiment important. C'est pas juste entraînement poids, truc de même, tu sais, je fais du Pilates quand même souvent pour étirement, mais aussi pour renforcer tous les petits muscles des jambes. Pas te ramasser à 30 ans puis être capable d'attacher tes chaussures, là, tu sais, là. Parce que t'as les hanches trop raides, là. Faut que tu travailles ta flexibilité, Pascal, c'est pas compliqué. Je sais. Puis, moi, je suis une barre de fer avec un hinge au milieu, là, tu sais, c'est tout, là. Parce que, au lieu de faire du cardio, toi, tu fais du couching. Je fais du cardio. Un coup que je suis habillé, là, je trempe à la lavette. Après m'être habillé. Lucas, petite question, le fun, là, comment, quand tu as besoin là, de décrocher, là, tu veux décrocher, tu as une fin de semaine, tu as 2 jours, tu n'as pas besoin de penser au hockey, ça ressemble à quoi? Tu t'en vas faire quoi? Tu t'écrases, tu joues au golf, tu manges des chips? Ça dépend. Je dirais l'été. Moi, ma passion autre que le hockey, c'est la mode. Oui, OK. J'aime vraiment la mode. Alors, tu sais, quand je suis à Montréal, j'aime vraiment aller au friperies, chercher des vêtements pour moi. Aussi, j'ai récemment eu une machine à coudre que je vais apprendre comment utiliser. Peut-être faire mes vêtements moi-même, peut-être même dans le futur, commencer une compagnie de vêtements. T'es-tu en train de nous dire que quand t'arrives à tes games à Baie-Comeau, que t'as un style flamboyant à la Patrick Laine avec une tuque pis des lunettes pis des que t'as fait toi-même? Peut-être dans le futur, mais... Nice! à date, pour les games, c'est vraiment business pour les games. Hein. J'essaie de... Juste un habit normal. Des fois, tu sais, moi, j'aime les nœuds papillons. Alors, j'ai comme un nœud papillon en bois. Ou, tu sais, des fois, je mets un foulard. Tu sais, peut-être j'ai des aspects que la majorité des joueurs mettent pas, mais tu sais, je suis pas encore au niveau de Patrick Laine pour les games. J'ai pas encore gagné ce privilège-là, tu sais. Je suis encore un 18 ans dans le Q, un petit 18 ans dans le Q, tu sais. Là, je m'en allais presque finir l'entrevue, mais là, il y a une autre anecdote qui est trop, pas cocasse, là, mais qu'il faut parler. Il faut parler de tes parents. Tes parents qui sont des légendes du sport, mais pas n'importe quel sport. Le Ultimate Frisbee. Ton père est même dans le temple de la renommée du Ultimate Frisbee. Ouais, dans le fond, mes 2 parents ont été professionnels au Ultimate Frisbee. Ou, c'est pas vraiment professionnel parce qu'ils se font pas vraiment payer, mais c'est compétitif. C'est international. Ils se faisaient payer leur hôtel, très de même. Mais ils ont gagné le Canadian Mixed Championship en, je pense, 2002. Mon père, il a aussi gagné le tournoi mondial en 1900.
80, je sais pas. Puis, mon père, surtout, il a vraiment contribué au sport. Puis, c'était un des premiers élus dans le temple de la renommée. Puis, il y avait le choix entre joueur ou contributeur. Puis, il a choisi d'être contributeur. OK. Il en a fait encore plus en tant que développeur du sport, puis faire connaître le sport. Ouais, c'est ça. Lui, il pensait que c'était plus ça que le monde lui reconnaissait. Il a écrit beaucoup des règles. En fait, il y a encore dans le comité des règles. Puis il a vraiment contribué. Il a passé des longues soirées à aider à grandir le sport. Puis c'était vraiment un bon joueur. C'était un des meilleurs, mais il a plus contribué au sport que... Moi, que ce soit lancer un frisbee ou au golf, c'est le même problème tout le temps. Ça part droite, puis à un moment donné, ça part complètement à côté. C'est tellement différent comme lancer, mais les deux ont le même résultat. En tout cas, faut que je travaille ça. Fait que toi, c'est à la plage, là, un petit frisbee pour le fun. T'es capable d'envoyer ça loin, là? Ouais, c'est sûr. Puis aussi, avec mes parents, des fois, on va au parc. Se lancer le frisbee. Cool. C'est un bon petit workout. Il lance loin, puis il faut que je cours. Je faisais ça quand j'étais plus jeune, un petit peu, par contre. Là, mais il y avait le choix de s'acheter un chien ou t'amener au parc. Ils ont décidé de t'amener toi. Moi, Lucas, j'ai un chien qui joue au frisbee. Fait qu'on peut s'arranger quelque chose cet été pour t'aller lancer le frisbee. Premier qui le poigne. On va rester en contact. Ouais. Hey, Lucas, on te remercie vraiment beaucoup d'avoir pris du temps là, de ton été pour être venu nous jaser. Nous, on recommence notre saison. C'est sûr qu'on va te suivre. On va continuer à te suivre. Si jamais on est capable de te reparler plus tard dans la saison, vers la fin de l'année, prendre des nouvelles, comment ça va. Moi, je suis le plus grand défenseur des gardiens de but, là, que ce soit ici à Radio 104.7 où moi, les gardiens de but n'ont jamais rien fait de mal. C'est jamais de leur faute. Et moi, je suis là pour les défendre. Puis toi, tu es venu dans notre podcast. Fait qu'on a ton bac jusqu'à la fin des temps. Tu es officiellement un ami de la brigade officiellement, puis on te souhaite une excellente saison. Merci beaucoup de m'avoir eu. Merci.